instant. Mais d'abord, il y a dans quelques jours donc cette épreuve de philosophie. Pourquoi est-ce pour vous d'ailleurs l'épreuve la plus redoutée des élèves? Gros coefficient, mais pourquoi redouter? Alors elle peut être redoutée surtout pour les élèves pour qui effectivement il y a le plus gros coefficient, les élèves qui sont en terminale littéraire notamment. Petit coucou à mes élèves d'ailleurs. Coefficient combien? 8, non, Coefficient 8, absolument. En revanche, pour d'autres, les coefficients s'équilibrent un peu parce qu'il y a d'autres spécialités. Mais je crois qu'elle est redoutée parce que d'abord elle a un côté un peu rituel. Elle a un côté un peu l'enseignement en fait de la philosophie, et cette épreuve de philosophie, c'est peut-être une des épreuves qui a entre guillemets le moins changé depuis plusieurs générations. Et donc voilà, finalement on se retrouve à passer cette épreuve peut-être comme nos parents, voire peut-être certains de nos grands-parents l'ont passé. Et donc il y a un côté un peu rituel. Et puis c'est aussi une épreuve qui vient très vite en fin d'année, après qu'on ait commencé la philosophie en début d'année. Et je pense que ça constitue aussi une forme d'inquiétude supplémentaire, puisque autant les mathématiques, de l'histoire... Ce sont des matières qu'on peut maîtriser davantage. Hein. Oui, et surtout les élèves sont davantage peut-être habitués à un format d'examen, fait d'évaluer des compétences et des connaissances sur des devoirs, ils en font depuis plusieurs années. Philosophie, il y a un côté accélération du temps, on commence en septembre, on est évalué au bac en juin, donc ça peut inquiéter un peu. Oui, mais on verra d'ailleurs au gré de cette émission à quel âge on peut commencer à apprendre des notions de philosophie et pourquoi on le fait si tard en France. Avec ce principe de base, peut-être Thibaut de Saint-Maurice, à 3 jours de cette épreuve philo, c'est qu'il faut quand même comprendre, mais ça on le fait un peu avec l'avantage de la rétrospective, que les sujets préparés par les profs, là, ne sont pas faits pour piéger les candidats, mais pour les inciter à réfléchir, à montrer quelque part un peu de leur argumentaire sur des questions qui sont au fond ancrées dans la vie quotidienne aussi. Oui, exactement. Il ne faut pas surinvestir le bac en général et cette épreuve de philosophie. Le bac, c'est pas un concours. Le bac, il n'est pas fabriqué que pour les meilleurs élèves. Le bac, c'est un examen qui vient sanctionner la fin des études secondaires en France. Et en un sens, il est dimensionné pour que, quand on a bien travaillé régulièrement, sérieusement, au cours de son lycée, on a le bac sans difficulté. Oui, on entend toujours dire pour l'épreuve philo, c'est la tête du client. Eh bien non. Voilà. Eh bien non, parce que la philosophie, c'est pas juste une grande inspiration et puis une grande conversation ou discussion sans aucune méthode ni connaissance. Il y a un cours de philosophie, il y a des méthodes d'analyse, il y a des compétences. Il faut savoir conceptualiser, il faut savoir argumenter, il faut savoir problématiser. C'est des choses que les élèves apprennent pendant une année. Et d'ailleurs, il faut qu'ils soient très confiants. C'est-à-dire, ils ont eu un cours, ils l'ont suivi, bien sûr. Donc, ils ont les connaissances et les compétences qui sont nécessaires pour passer cette épreuve. Et puis il faut surtout placer des citations, ça fait toujours bien, du Kant, du Nietzsche dans le texte. Donc il faut savoir, ça faut le connaître, il faut le retenir, il faut le placer dans son et à bon escient de philo. Ça fait partie du barème ou pas ça? Alors, et ça fait pas exactement partie du barème parce que. Non, mais c'est bien vu quand même, non? Alors bien sûr. Non, mais ce qui est bien vu, c'est pas juste la citation qu'on balance sans l'analyser comme une sorte de name dropping de philosophe et on fait le total à la fin de sa copie. Non, j'en ai cité 12 et donc je vais avoir 12. Non, ça marche pas exactement comme ça. Mais en revanche, la citation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle indique. Elle peut indiquer que l'élève a une connaissance, la connaissance d'un argument philosophique, d'une idée intéressante. Et donc là où pour le coup ça va être très très valorisé en termes de notation, c'est quand la citation permet de faire avancer la réflexion et que l'élève sait en dire quelque chose. Parce que sinon il suffit d'apprendre des punchlines et puis de les mettre dans sa copie. Et en revanche, zéro citation, ça n'exonère pas d'une bonne note au bac à philo? Alors ça n'exonère pas d'une bonne note, mais ça suppose en fait que les connaissances soient tellement digérées, intégré à la pensée que en fait on y retourne. En fait, moi ce que je dis à mes élèves, c'est que c'est difficile de penser tout seul. C'est comme quand vous partez faire de la montagne, une course en montagne. Voilà, la première fois que vous montez un glacier, c'est quand même beaucoup plus prudent et beaucoup plus efficace de suivre le guide, c'est-à-dire de mettre vos pas dans les pas du guide. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas monté sur la montagne. Si vous faites l'effort, vous faites bien l'ascension. Simplement, vous avez suivi les pas d'un guide. C'est un peu mon sens comme ça qu'on peut comprendre le rapport au philosophe dans sa copie. Avec les questions du bac l'an passé, avons-nous besoin d'art? C'est une question qui revient régulièrement. La culture nous rend-elle plus humains? Peut-on renoncer à la vérité? Alors c'est vrai qu'on a le cœur qui bat lorsqu'on découvre l'intitulé du sujet. On se dit on a 4 heures pour répondre à ça. Mais voilà, là j'ancre un petit peu les candidats ou les parents, les cousins qui nous écouteraient. Finalement, quand on écoute les infos, quand on écoute la radio, quand on essaye de voir un petit peu dans tous les événements de la société ce qu'il y a de philosophique, on peut aussi se permettre justement des références à l'actualité pour ceux qui écouteraient la radio, qui regarderaient régulièrement la télé, pour nourrir sa copie de philo.
Il ne faut pas se les autoriser, c'est vraiment un prérequis, c'est essentiel. On ne peut pas concevoir une copie de philo ou même n'importe quel travail philosophique, on ne peut pas, je crois, le concevoir d'une façon autonome ou déconnectée de la réalité. Puisque au contraire, c'est la pensée même de ce que le réel donne à penser. Il suffit d'écouter effectivement un journal à la radio, un journal d'actualité à la radio, pour pouvoir tirer des questions de philosophie politique, des questions de philosophie morale, des questions d'esthétique. Donc vous encouragez vos élèves à le faire. Mais absolument, absolument. Alors attention, il ne s'agit pas de transformer sa copie en un éditorial avec une prise de position sur. Mais il s'agit, et c'est toujours l'attitude philosophique, c'est Aristote qui nous dit ça il y a 2500 ans, il s'agit de s'étonner de ce que l'on entend et de ce que l'on traverse. Voilà, s'étonner que, par exemple, un homme politique puisse parler de post-vérité. Voilà, c'est-à-dire que finalement, la question de la vérité d'une information n'est plus si importante. S'étonner qu'on puisse porter tel ou tel type de jugement moraux, par exemple, sur des questions là dont on discute, comme la PMA, l'extension de la PMA à toutes les femmes, etc. S'en étonner, s'interroger et essayer de bâtir des argumentations qui vont permettre une réponse à la question qui est posée. Ça, il ne faut jamais oublier de répondre à la question qui est posée dans la disserte. Une réponse qui soit pesée. Qui soit mesurée. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être radicale. Parfois, on peut avoir des positions radicales, mais il faut qu'elle soit argumentée. Mais c'est une plus-value, en tout cas, de l'inscrire dans la réalité. En tout cas, c'est hyper important d'inscrire sa copie dans une réalité, en fonction du goût des élèves. Mais ça peut être une actualité politique, une actualité morale, et ça peut être aussi des situations de tous les jours. Voilà, des exemples à la clé. On va voir un petit peu si vous avez quelques éléments de méthode avant de parler de la philosophie dans notre vie quotidienne, justement avec vous, Thibaut de Saint-Maurice, avec Marianne Chaillan qui nous rejoint, professeure de philosophie à Paris et qui est l'auteur de plusieurs essais comme vous de pop philosophie. Je crois que vous vous rejoignez pas mal sur la question. Elle analyse Harry Potter, Game of Thrones par exemple. Et là, on est justement dans un quotidien qui nous est très propre, parfois très cher et qui nous guide dans un certain sens. À tout de suite avec Julie et vos témoignages. Au 39-21, on fait le tour de la question avec la Poste.fr. La philo, à quoi ça sert? Bonne question. Wendy Bouchard, on en parle avec votre invité Thibaut de Saint-Maurice, qui est prof de philo dans un lycée d'Île-de-France et auteur du livre Des philosophes et des héros, paru aux éditions First. Et c'est Marianne Chaillan qui nous rejoint et que vous connaissez bien, Thibaut de Saint-Maurice, professeur de philosophie à Marseille. Bonjour Marianne. Bonjour. La philosophie, à quoi ça sert? Vaste question. J'en ajoute une. Est-ce que nous sommes assez armés pour répondre justement à cette question, pour savoir ce qu'on veut faire de nous avec la philo quand on a 16, 17 ou 18 ans, l'âge du bac, Marianne? Alors c'est vrai que mes élèves, je ne sais pas si c'est le cas de ceux de Thibaut, mais quand mes élèves arrivent en terminale, ils se demandent bien à quoi sert cette matière étonnante qu'est la philosophie. Ouais. Pour la plupart, quand ils sont dans une série scientifique, ils se disent mais enfin j'avais choisi une série pour ne pas faire de matière littéraire et qu'est-ce qu'on me met là entre les mains, et donc ils se demandent un peu à quoi ça sert. Et je suis sûre que les élèves de Thibaut, comme les miens, réalisent à la fin de l'année qu'au-delà de l'épreuve du baccalauréat, la philosophie leur a permis de changer leur regard sur la vie, de se construire en tant que personne, en tant que citoyen, en tant que sujet de réflexion, et que c'est une matière parfaitement à part et qui est très enrichissante. Oui, c'est une discipline, j'imagine que vous leur parlez comme ça aussi, qui fait grandir, qui nous apprend plus sur nous, mais qui nous apprend plus sur nous dans notre rapport avec le monde et sur notre monde en général. C'est vraiment une discipline de pensée globale aussi. Oui, et puis les élèves disent souvent que c'est pour la première fois, ils ont l'impression qu'on leur parle d'eux-mêmes en cours de philosophie, qu'on se fait l'écho des questions qu'ils peuvent se poser eux-mêmes, de manière parfois un peu confuse, et qu'on leur donne des outils pour y répondre et pour pouvoir eux-mêmes se choisir dans leur propre existence, leur donner des outils pour vivre. C'est très intéressant. En fait, Thibaut, c'est la matière la plus vivante peut-être qu'on enseigne à l'école. Oui, et puis c'est une matière qui s'adresse à eux et à qui, à travers les questions qui sont posées, à travers les discussions qu'on peut avoir en classe sur l'analyse des textes, quand on lit un texte de Nietzsche et puis finalement, ou de n'importe qui d'autre, mais à travers tout ça, en fait, je crois que les élèves comprennent au bout de quelques semaines, quelques mois peut-être, mais comprennent que, en fait, on s'adresse à eux. On leur demande de développer leur propre pensée. Et moi, je leur dis, par exemple, et c'est toujours fascinant, je leur dis, vous savez, il n'y a pas de bonne réponse, de bonne ou de mauvaise réponse à une dissertation. Il n'y a pas il n'y a pas de vérité. Quoi. La vérité, elle existe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir deux copies qui soient excellentes et qui vont apporter des réponses différentes à cette même question, parce que ce qui est important, cette réponse, elle soit argumentée, justifiée, et surtout qu'elle développe la pensée propre
d'un élève. Moi, ce que j'aime beaucoup avec l'un comme avec l'autre, Thibaut Saint-Maurice et Marianne Chaillan, c'est que vous puisez vraiment dans notre imaginaire ou liturgie, ce que vous voulez, collective, des films à la littérature, de la télévision aux séries, des séquences, des héros qui peuvent nous aiguiller justement sur la philosophie. J'ouvre votre livre, Thibaut de Saint-Maurice, et je vois Capitaine Marlowe, faut-il se fier aux apparences? Et vous arrivez là-dedans à disserter sur du Platon et du Husserl sur la base de cette citation de Marlowe, donc ces grandes séries sur France 3, avec Corinne Maziero, l'habit ne fait pas le flic. Alors ça, je trouve ça génial. Est-ce que par exemple, un élève peut, sur un sujet sur les apparences, sur la vérité, introduire du Marlowe dans sa copie aujourd'hui? Moi, je le souhaite. C'est un combat que je mène depuis longtemps. Ouais. Mais oui, je le souhaite parce que je ne vois pas pourquoi. Au nom de quoi, en fait, y aurait-il des références qui seraient légitimes et d'autres illégitimes? Voilà, c'est juste une manière de dépoussiérer aussi quelque part un peu. Oui, mais surtout, en fait, on se rend compte que quand on dit non, ça n'a pas vocation à être présent dans tel discours ou quoi, c'est très souvent du snobisme culturel et donc du snobisme social. Je suis désolé, voilà, Capitaine Marlowe, aujourd'hui, c'est un personnage qui est important dans notre imaginaire collectif, qui réunit des millions de téléspectateurs et qui, en tant que tel, du coup, est à penser. Voilà. Et oui. En fait, c'est ça qui est important, c'est que ces personnages-là, ces héros de ce qu'on appelle la culture populaire, la pop culture ou la culture de masse, peu importe comment on l'appelle, tous ces grands personnages sont si présents dans nos imaginaires et nous marquent autant parce qu'ils donnent à penser. Voilà. Mais est-ce que c'est propre à votre génération de philosophes, Thibaut de Saint-Maurice? On recevra Charles Pépin tout à l'heure qui fait beaucoup appel aux rappeurs. Marianne Chaillan, vous aussi, c'est aussi votre parti pris. Vous avez 30, 40 ans et vous inscrivez peut-être dans une philosophie plus proche justement des réalités, plus proche des élèves. Vous avez le sentiment? Alors, pour moi, la référence à la culture populaire, c'est d'abord une nécessité pédagogique parce que imaginez une classe de 30 adolescents de 17 ans, ils n'ont pas franchement un enthousiasme démesuré quand on leur annonce qu'on va parler de la critique de la raison pure. Donc ça, il faut trouver une médiation. C'est un artifice déjà. Mais oui, mais du coup, c'est une médiation intéressante. Quand, par exemple, je sais pas, je vais dire à mes élèves, vous avez vu tel épisode de Game of Thrones, alors là, ils sont évidemment saisis, captés, et je leur dis, vous voyez, si vous vous sentez Stark, vous êtes plutôt Stark ou Lannister, eh bien, est-ce que vous savez que Kant est plutôt celui qui théorise la façon d'agir morale des Stark? Alors là, du coup, ils vont être attentifs, ce qui n'est pas rien quand même pour un professeur de saisir sa classe. Ensuite, ils vont comprendre que Kant, bien qu'il soit mort depuis des siècles, a encore quelque chose à dire aujourd'hui. Et donc, grâce à Game of Thrones, on va comprendre Kant, ce qui est déjà pas mal. Et grâce à Game of Thrones, on va se rappeler de Kant. Cela dit, moi, je demande à mes élèves, dans la copie, de faire passer Kant au premier plan et donc d'utiliser la référence à la culture populaire, non pas comme une référence, mais à la limite comme un exemple. Ouais. Voilà, c'est un exemple qui va permettre d'incarner. Vous parliez tout à l'heure d'ancrer dans du réel. L'exemple va permettre d'ancrer dans le réel la référence philosophique, mais évidemment, le but ultime est tout de même la maîtrise de la référence philosophique. Bien sûr, mais ça, c'est intéressant. Et d'ailleurs, ça nous amène peut-être aux méthodes, Thibaut Saint-Maurice, dont on va parler juste après la pause. C'est comment on peut, là, à 3 jours des révisions, si vous êtes vraiment dans l'entourage de ces jeunes qui passent le bac, les aider à formater un petit peu sur un pense-bête, des citations, les courants de pensée, des choses un petit peu qui pourront donner le dernier petit coup de pouce. À tout de suite sur Europe 1. Et alors, on vous a demandé sur Facebook si vous aviez un bon souvenir de la philo. Non, à 57%. Bon, enfin, cela dit, c'est mitigé. Ouais, et il y a beaucoup de témoignages qui ont adoré leur professeur de philo et leur cours de philo. Eh ben, on y vient dans un instant sur Europe 1. On en vient donc à la question, avez-vous un bon souvenir de vos cours de philo? Non, à 57%. Je déteste, nous dit, on va commencer par les négatifs, Sophie nous dit. J'ai détesté, professeur catastrophique, matière nulle, inintéressante et totalement inutile, une perte de temps incroyable. C'est souvent lié à un professeur qui vous a pas marqué. Et dit, la philosophie aussi utile qu'une glacière au pôle Nord, ça c'est radical. Vraiment. Bon, on en vient au positif. C'est l'essentiel. Mais Céline nous dit ça dépend aussi du prof. Elle n'a pas tort. Je me suis tapé des mauvaises notes toute l'année. Un jour, j'en ai eu marre. J'ai écrit comme ça me venait à l'arrache et j'ai eu 15. Signé Véronique. Ça, elle parle vraiment de son épreuve du bac. Et puis, de bons souvenirs, oui, grâce au prof. C'était ma matière préférée. J'adorais mon prof de philo. Il n'y a que ça après, pour les autres témoignages. Oui, je crois que c'est très important. C'est une des matières peut-être où l'empathie et la connexion avec le prof est la plus importante, Thibaut de Saint-Maurice. Vous le mesurez, ça? Oui, on le mesure.
alors c'est à double tranchant, hein. Ça peut aussi effectivement créer parfois des ruptures ou il y a parfois ça ne matche pas avec certains élèves. Bon, mais en fait je crois que c'est parce que c'est peut-être les professeurs, quelles que soient les disciplines, sont des gens très dévoués qui se donnent beaucoup à leurs élèves. Mais je crois que en philosophie il y a quelque chose où on incarne ces questionnements, ces pensées, ces arguments des auteurs, on les passe vraiment. Moi, je suis toujours très très ému quand par exemple, je lis un texte avec les élèves, un texte d'Aristote, par exemple. Je suis très très ému et je leur fais passer cette émotion en disant, vous savez, on a énormément de chance parce que c'est un texte qui a été écrit 2500 ans, qui est passé par tous les méandres de l'histoire, et aujourd'hui, là, vous et moi, on va le lire ensemble. On a une grande chance. Et je crois que on donne beaucoup à nos élèves dans cette incarnation des idées qu'on leur transmet et qu'on passe depuis des milliers d'années parfois. Oui. Et je pense que certains sont sensibles à ça. Donc vous êtes aussi dans l'interprétation. Vous nous disiez pendant la pause que vous êtes heureux aussi d'enfiler vous l'habit d'Aristote, de Cicéron, de Tocqueville, de changer de peau. Et justement, je pense que c'est aussi ce que vous faites, Marianne Chaillan, alors que certains professeurs, moi j'ai pas des souvenirs émus forcément de cette matière-là, avec des professeurs un peu intégristes ou engagés à fond derrière un auteur et qui voyaient pas vraiment les autres et qui donc ne laissait pas une appréciation géniale aux autres élèves sur le sujet. Oui, et puis il faut dire qu'il y a pour la philosophie un statut particulier par rapport aux autres disciplines, c'est qu'on en fait seulement 1 an. Donc on a un seul enseignant de philosophie. Donc c'est quand je suis rentrée dans le métier, l'inspecteur nous a accueillis en nous disant vous incarnerez la philosophie pour les élèves que vous aurez, parce que ils n'auront pas de deuxième professeur à part vous. C'est une responsabilité forte. Et effectivement, si on n'aime pas le prof, on peut garder un mauvais souvenir de la philosophie. Beaucoup d'adultes en témoignent. Quelle tristesse. Ça veut dire tout simplement qu'ils n'ont pas rencontré la philosophie, car je ne crois pas une seconde que quelqu'un qui a compris ce qu'est la philosophie, qui a eu cette chance grâce à un enseignant de rencontrer la philosophie, je ne crois pas qu'on puisse écrire que la philophie ne sert à rien. Non, au contraire. Voilà, vraiment, c'est juste triste. Ça veut dire que ces gens-là n'ont pas eu l'enseignant qui a été capable de leur montrer ce qu'était la philosophie. C'est ça. Et puis les discours comme ça radicaux de ces auditeurs ne sont liés qu'à ces souvenirs de terminale. Or, la philosophie commence peut-être après le bac, justement, l'approche mature de la philosophie. C'est ça qu'on veut voir avec vous aussi. C'est comment finalement, dans toutes les situations de la vie, la philosophie peut nous aider aujourd'hui, Marianne Chaillan, parce que c'est ça l'essentiel. Mais oui, et c'est ce que j'essaye de dire. Je pense que Thibaut fait comme moi, c'est-à-dire que bien sûr, nous préparons le baccalauréat pour nos élèves, nous préparons aussi le supérieur, donc il y a une finalité purement scolaire, mais on essaye de montrer la dimension existentielle de la philosophie. Quand on parle par exemple, on a un chapitre sur le bonheur. Le bonheur existe-t-il? Peut-on espérer être heureux? Faut-il chercher le bonheur? Le désir nous fait-il souffrir? Ou le désir est-il une puissance en l'homme? Ce sont des thèmes extrêmement concrets qui parlent de la vie réelle des élèves qu'on a devant nous, qui parlent aux auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui. Le bonheur, la confiance, le désir, le travail. Est-ce que le travail est un obstacle au bonheur ou est-ce que grâce à son travail, on peut être heureux? Tous ces thèmes-là qu'on aborde, c'est vrai, peut-être un peu trop tôt. Beaucoup d'adultes témoignent dans l'après-coup que l'année de philosophie est arrivée trop tôt dans leur vie, que du coup, ils n'ont pas saisi à ce moment-là de leur adolescence l'importance cruciale que cette discipline pouvait avoir. Mais bien sûr, la philosophie nous accompagne tout au long de notre vie et dans notre quotidien. Et peut-être vous recommandez les uns et les autres de parler philosophie davantage à la maison, c'est-à-dire profiter des déjeuners de famille, des réunions de famille, pour lancer comme ça des questions un peu existentielles et puis pour comme un concours d'éloquence quelque part pour progresser, Marianne Chaillan, là-dessus. En fait, on parle très souvent de philosophie sans s'en rendre compte. C'est pas simplement, il n'y a pas besoin forcément de se dire tiens, philosophant aujourd'hui, mais quand une amie nous témoigne d'une déception amoureuse et que à son insu, elle nous interroge sur la valeur du désir, est-ce qu'on peut être heureux en désirant? Donc, il y a de la philosophie partout. Et donc, c'est un peu triste quand on est passé à côté en terminale, mais heureusement, il n'est jamais trop tard pour rencontrer la philosophie. Mais les adultes qui ont raté cette rencontre avec la philosophie témoignent aussi de leur crainte d'aller vers la philosophie parce que ça serait trop abstrait, trop conceptuel. Il y aurait une sorte d'interdiction et c'est là que ce que nous faisons, Thibaut et moi, sert de médiation pour tous ces adultes qui n'auraient pas rencontré la complètement. Philosophie. Mais enfin, c'est accessible. À la fois vos supports littéraires, et on va en parler, à la fois les petites vidéos que vous faites sur Internet, et je pense au format Combini qui sont géniaux, et je vous engage vraiment à regarder le Combini sur Aladdin, la recherche du bonheur. Vous allez nous en parler, Marianne Chaillan, ce que fait Charles Pépin aussi, qu'on recevra tout à l'heure.
Et vous, Thibaut de Saint-Maurice, vous vouliez dire un petit mot avant la pause? Oui, je dis qu'effectivement, c'est dramatique quand cette rencontre, on va dire scolaire avec la philosophie n'a pas eu lieu pour certaines personnes, mais il faut dire aussi qu'en France, on a une grande chance parce que moi, je suis convaincu, en France, la philosophie est une pratique populaire, une culture populaire. On a vu fleurir des cafés philo, et alors certains sont arrêtés, mais d'autres continuent et restent très actifs. Il y a beaucoup dans les communes, on a la dans les philosophie du comptoir quand même qui existe aussi. Hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, il y a beaucoup dans les médiathèques, dans certaines communes, etc., aussi des conférences philo tout au long de l'année, etc. C'est quand même en France un des rares pays dans lesquels, quand un livre de philosophie sort parfois, il se retrouve en tête des ventes pendant plusieurs semaines. Et on a des auteurs, de bons auteurs, qui comme ça continuent de travailler cette culture populaire de la philosophie. Et donc, quand le rendez-vous a été manqué, il faut se dire, qu'à l'occasion d'un livre, d'une conférence, d'une émission de télévision, d'une émission de radio ou d'un film de cinéma, etc., eh bien, on peut y revenir. On peut, chacun y trouver finalement y faire son petit chemin. Oui, ce qu'on faisait avec un grand plaisir ici avec l'ami Raphaël Antoven qui est en cours à Bruxelles et qui aurait bien voulu réagir et échanger avec vous et qui nous fait un petit coucou. À tout de suite avec Marianne Chaland, avec Thibaut de Saint-Maurice et Pierre qui veut réagir. Europe 1, Julie. Jusqu'à 10h, nous parlons de la philosophie. Et la philo, c'est pas que le bac, l'épreuve a lieu lundi. C'est aussi une manière de réfléchir sa vie, une sorte de yoga de l'esprit qui permet de comprendre un petit peu son existence. Absolument, avec à la clé des exemples personnels, des exemples issus de l'actualité, les exemples ici aussi du cinéma, de la fiction télévisée, de la littérature qui nourrissent nos deux invités, des philosophes et des héros. C'est le livre de Thibaut de Saint-Maurice aux éditions First. Marianne Chaillan est avec nous en ligne depuis Marseille, auteur de plusieurs essais de pop philosophie qui s'inscrivent vraiment dans cette culture populaire. Harry Potter à l'école de la philosophie, Game of Thrones, une métaphysique des meurtres et puis des petites pastilles sur le site Combini pour le bac 2019. Vous y teniez, Marianne Chaillan, par exemple, faire ce que nous disait à l'instant Thibaut, c'est-à-dire à puiser dans ces fictions, dans tout ce qui nous est commun, des petites notions de philosophie. Prenons l'exemple d'Aladin. Qu'est-ce que vous prouvez avec le personnage d'Aladin aux lecteurs et aux auditeurs? Bon, j'essaye d'intéresser mes élèves et les auditeurs à un philosophe qui s'appelle Montaigne. Et de dire, en fait, quand vous avez regardé Aladin, parce qu'on a regardé Aladin sans le savoir, nous nous sommes initiés à une certaine thèse sur la nature du bonheur. Si vous vous êtes demandé quel vœu vous feriez au génie de la lampe. Je suis sûre, Wendy, que vous êtes dit quel vœu je ferais. Oui, on s'est tous posé la question, vous avez raison. On s'est tous dit, eh bien, si, quand on regarde Aladin, comment ça finit? Aladin, il lui reste un vœu, et néanmoins, il choisit de libérer le génie. Il choisit de renoncer à son pouvoir de faire des vœux, qu'il utilisait pourtant au début du dessin animé, comme si la capacité à obtenir un certain nombre de choses que nous désirons allait nous rendre heureux. Oui. À la fin, il a compris que le bonheur ne tient pas à ce qui me manque et à l'obtention justement de ce qui me manque, parce que sinon c'est une quête insatiable. C'est-à-dire que toute obtention de l'objet de désir serait immédiatement relancée dans la recherche d'un autre objet du désir. En fait, pour être heureux, finalement, il faut comprendre que le bonheur ne vient pas du dehors, mais nous vient du dedans, c'est ce que nous explique Montaigne dans les essais, par une forme d'assentiment à ce que nous sommes. Et à la fin de Aladin qui pensait devoir être un prince Ali pour séduire Jasmine, se présente devant elle en lui disant « Voilà ce que je suis, je ne suis qu'Aladin ». Et c'est lorsqu'il accepte ce qu'il est, qu'il réalise qu'il avait déjà tout au début pour être heureux, car il était déjà, dès le début, aimé de Jasmine, qu'il aimait pour ce qu'il était, Aladin, roi des voleurs, et elle n'avait pas du tout besoin du prince Ali. Il y a là une leçon sur le bonheur et sur le désir qu'on ne peut-être on ne perçoit pas quand on regarde Aladin étant enfant, mais peut-être qui une sorte de philosophie inconsciente, latente, qui distille en nous. Et j'ai essayé effectivement dans des capsules qui sont sur Combini d'aider les jeunes qui préparent le bac à partir d'objets de la culture populaire, Aladin, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, Star Wars, d'extraire une forme de philosophie de ces objets-là. Il y a une sagesse des objets de la culture populaire. Et vraiment, pour moi, cette fonction de ce que j'ai fait là, c'est vraiment des outils de compréhension. La culture populaire comme outil de compréhension et comme outil de mémoire pour aller vers la thèse de philosophie. Je vais m'inscrire en cours de rattrapage à Marseille avec vous, Marianne Chaillan. C'est passionnant, franchement, ce que vous faites les uns les autres. On regarde plus justement les dessins animés, on ne leur a plus les contes de la même manière. Pierre nous rejoint dans cet échange au 39-21. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour Wendy. Je pense que vous avez été très, très à l'écoute aussi de ce que vient de dire Marianne Chaillan, voilà, qui ancre la réalité, de la philosophie dans la réalité. Hein. Exactement. Et je trouve que la dimension de la philosophie ne devrait pas être une matière comme une autre, elle devrait être la matière, c'est-à-dire un dénominateur commun à toutes les autres matières qu'on devrait finalement enseigner dès l'enfance, c'est-à-dire dès l'école primaire. Oui. Alors, je ne parle pas d'enseignement, parce que la philosophie ne s'enseigne pas. La philosophie se vit, se raisonne à l'intérieur de l'être, non pas comme un apport théorique et extériorisé, mais comme un éveil intérieur qui part d'une graine de conscience qui ne demande qu'à se développer, donc de l'inconscient vers le conscient. Alors on parle aussi de psychologie, mais la philosophie, c'est l'art finalement de se développer de l'intérieur vers l'extérieur, et ça va à l'encontre totalement de l'enseignement théorique pur, intellectuel, qui est toujours assonant et qui finit par créer une sorte de dégoût chez les élèves. Et ce qui est dommage, c'est que la philosophie n'arrive qu'en terminale, puisque c'est un petit peu en bout de course de cet enseignement scolaire, et en plus présenté d'une manière très intellectuelle. Oui, un peu trop académique. Vous êtes enseignant, Pierre, pour en parler si bien, ou alors ce sont les souvenirs aussi de lycéens que vous avez? Effectivement, ce sont d'abord des souvenirs. Moi, je suis psychologue. D'accord. J'ai étudié l'anthropologie, j'ai étudié pas mal de domaines qui tournent aussi autour de la philosophie. Et ce que je trouve aussi dans la philosophie, c'est l'importance de se cultiver de manière globale, et qui est la meilleure façon justement de lutter contre toutes les pensées intégristes, d'ailleurs quelles qu'elles soient, pas simplement religieuses, mais absolument. toutes les pensées enfermantes. Vous nous appelez du côté de Grenoble, Saint-Martin-d'Air, et ça vous fait réagir, hein, Thibaut de Saint-Maurice. Voilà, pour lutter contre les formes d'enfermement, la philosophie est la matière reine, nous dit joliment Pierre. Oui, parce que vous avez raison, Pierre, c'est une invitation à l'ouverture et à la critique, à l'esprit critique. Pour rebondir sur ce que vous dites, je crois que il y a une façon d'enseigner toutes les autres disciplines, le français, les mathématiques, l'histoire géo, les sciences, etc., qui, en un sens, permettent de préparer cet enseignement de la philosophie qui effectivement arrive un peu en bout de course, c'est que finalement on n'a pas besoin juste d'être en cours de philosophie pour développer son esprit critique. Un enseignement d'histoire, un enseignement de sciences, c'est aussi une façon de développer un esprit critique, d'abord d'acquérir une culture générale, mais aussi de développer l'esprit critique. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est sur l'école primaire notamment, il y a des collègues profs de philo qui font un travail formidable avec alors, un peu sous le mode de l'expérimentation ou du volontariat, de la possibilité d'organiser ça, mais il y a beaucoup d'ateliers philo en école primaire, en tout cas de plus en plus dans certaines écoles primaires, qui constituent en fait une très bonne porte d'entrée. Évidemment, on ne peut pas considérer que c'est une forme d'initiation comme on commence à apprendre l'anglais, puis ça va se continuer jusqu'au bout, etc. C'est quelque chose d'un peu différent, mais qui peut-être installe les enfants dans la possibilité de s'interroger, de s'étonner de ce qui paraît évident. En fait, le pire ennemi de la philosophie, c'est celui qui croit savoir, c'est celui qui a une certitude. C'est celui qui, du coup, parce qu'il croit savoir que c'est comme ça et pas autrement, ne se posera jamais la question de est-ce que ça pourrait être autrement. Je sais que je ne sais rien, c'est le prélude justement à toute la curiosité que vous mettez aussi en avant comme professeur de philosophie, Thibaut de Saint-Maurice. Marianne Chaillan, un tout petit mot là-dessus justement, parce que finalement introduire par exemple avec des petits ateliers de philosophie en primaire, cette réflexion, ça engage les élèves à questionner, à échanger entre eux, à sortir aussi peut-être d'un enseignement très, très professoral, y compris en primaire. Oui, alors moi je suis intervenue cette année dans une classe de primaire et j'étais allée aussi dans une classe de troisième il y a quelques années. Oui. Et c'est pour le professeur que je suis qui a l'habitude de s'adresser uniquement à des jeunes de 17-18 ans, c'était très surprenant de voir que même à des âges tout jeunes, les élèves ont déjà la capacité de dialoguer de façon très intéressante sur les mêmes thèmes sur lesquels j'interroge les grands. Ouais. Donc vraiment, c'est pour le professeur, c'est très passionnant et je pense que pour les élèves, c'est bénéfique. Mais il y a dans ce qu'a dit Pierre et ce qu'a dit Thibaut quelque chose d'essentiel, cette idée que donc la philosophie n'était pas un apport théorique extériorisé, mais qu'on se développe de l'intérieur, c'est ce que disait Pierre. Et quand Thibaut disait l'ennemi de la philosophie, c'est celui qui croit savoir, je pense que là, on peut dire quelque chose aux candidats qui nous écoutent à travers ces deux choses-là.
qui peut expliquer la nature de leur angoisse aujourd'hui de se présenter face à l'épreuve. Tout à l'heure, vous parliez de cette épreuve qui est si redoutée par son coefficient, sa nouveauté, etc. Mais précisément parce que, par sa nature même, l'épreuve de philosophie est angoissante parce qu'il ne va pas s'agir de ressortir un cours qu'on aurait appris, donc un fameux savoir extérieur qu'on aurait appris comme une oie qu'on gave. Il va s'agir de penser, de fournir une réflexion sur un sujet singulier, et ça, c'est terrifiant. Je veux dire, il ne s'agit pas d'arriver et de se dire « Ok, je connais tout mon programme par cœur, je ne sais pas sur quel chapitre ça va tomber, mais voilà, si ça tombe sur ce chapitre, je déroule le cours. » C'est pas du tout ça, l'épreuve de philosophie. C'est pour ça que plus tôt on nous y engage à cette réflexion, mieux c'est, hein, pour revenir à ce que disait Pierre. Voilà. Ouais. Et merci beaucoup, Marianne Chaillan. On vous retrouve dans un instant, Thibaut de Saint-Maurice. Merci Pierre pour votre appel de Saint-Martin-d'Air. Patricia veut également réagir. Monique nous écrit de Clermont-Ferrand: ce sont mes meilleures heures du secondaire. J'avais la chance d'avoir un prof exceptionnel. La philo, ça se vit de l'intérieur, ça ne s'apprend pas. Eh bien, elle rejoint exactement vos propos, et ça permet à des gens pas forcément brillants en matière générale de se sentir d'ailleurs à l'aise et plus à l'aise. À tout de suite sur Europe. On fait le tour de la question avec laposte.fr/pro. Démarquez-vous en imprimant vos timbres avec le logo de votre entreprise. À 3 jours de l'épreuve du bac de philo, c'est pour lundi matin. Hein. Nous en parlons jusqu'à 10h avec Wendy Bouchard et ses invités. 2 profs de philo, Marianne Chaillan est prof à Marseille et Thibaut de Saint-Maurice à Goussainville dans la région parisienne. Wendy Bouchard. Oui, et je prends Des philosophes et des héros, le livre que vous venez de publier, Thibaut de Saint-Maurice, aux éditions First, au chapitre Peter Pan et Nietzsche, car on parlait de l'enfance, avec le sous-titre sur Peter Pan, comment retrouver la liberté de l'enfance? Qu'avons-nous bien pu faire de notre enfance? C'est la question qui jalonne à la fois le livre de James Berry et puis le dessin animé de Walt Disney bien connu. Voilà comment vous empruntez vous aussi à la culture populaire pour poser des questions essentielles. C'est une question qu'on pourrait partager dès l'école primaire et jusqu'à aujourd'hui en studio, Thibaut de Saint-Maurice. C'est ça qui vous plaît aussi, voilà, réunir les générations. Oui, absolument. Et puis surtout se dire que il ne faut pas forcément passer par des références qui seraient dites classiques. Par exemple, les seuls personnages sur lesquels je pourrais appuyer ma démonstration à titre d'illustration seraient Don Juan, Roméo et Juliette, que des personnages dits entre guillemets classiques. Pourquoi ? Parce que quand on fait ça, en fait, on délégitime, c'est-à-dire on refuse de reconnaître ce qui constitue pourtant une pratique culturelle massive de nos élèves, mais aussi, de nous-mêmes, quoi. Voilà, on regarde tous des séries, on va tous au cinéma voir des blockbusters, etc. Donc ces personnages font partie de nos familles. Et donc, pourquoi est-ce qu'on les mettrait de côté au prétexte qu'ils n'ont pas la patine du temps ? Non, voilà, on les intègre. On les intègre du coup à notre famille, on reconnaît qu'ils font partie de cette famille-là et on les questionne et on les interroge. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que Lucky Luke repart toujours à la recherche des Dalton? Qu'est-ce qui le motive? Quelle est sa motivation? C'est vrai que vu comme ça, c'est génial, non? Voilà. C'est pas l'argent, c'est pas la gloire. Et c'est la quête de quoi? De la justice? Ah, c'est l'exemple d'un personnage qui fait son devoir par pur devoir. Ouais. Il est désintéressé. Ouais. Et du coup, c'est fascinant parce que c'est compliqué de rencontrer des gens désintéressés dans la vie, hein, oh oui. Dont on est absolument certain qu'ils sont totalement désintéressés. Ouais, il faut le label Lucky Luke, il est pas donnable à tout le monde. Voilà. Charles Pépin nous rejoint. Alors vous étiez en cours il y a quelques instants encore à la Légion d'honneur en région parisienne. Je vous remercie d'échanger avec nous quelques instants. Bonjour Charles Pépin. Bonjour. Auteur notamment des Vertus de l'échec et de la confiance en soi, une philosophie aux éditions Alary. Alors on a un peu parlé avec Marianne Chaillan et Thibaut de Saint-Maurice de cette épreuve du bac lundi, mais aussi des références culturelles qui vous servent vous aussi un peu à attirer vos élèves. Je sais que vous, dans cette culture populaire, vous aimez aussi décortiquer les paroles des rappeurs, des slammeurs qui sont ancrés dans une certaine réalité, qui donnent parfois dans le moralisme, mais qui sont intéressantes à analyser. Oui, bien sûr, mais Feu et de Booba. En revanche, ça dépend de quelle est votre question. La philosophie, évidemment, ne connaît pas de frontières. Tout est objet de philosophie, tout est matière à philosophie. En revanche, si votre question, c'est qu'est-ce qu'il faut citer lundi au bac philo, voilà. Je pense que c'est très dangereux de citer des rappeurs. Oui. Évidemment, ça fait partie de la philosophie. J'en parle beaucoup en classe de terminale et je conseille aux élèves de le faire. En revanche, par précaution, je pense que pour le bac, il y a certains correcteurs qui pourraient ne pas apprécier
Et mieux vaut les rigoles que de Booba. Oui, bien sûr, mais la ligne n'est pas terrible, Charles Pépin. Puisqu'on parlait de cette épreuve redoutée, coefficient 8 pour les terminales L notamment, il est important aussi de savoir que on ne sait rien au départ, ce qui nous engage à la curiosité et à essayer d'argumenter en conditions. Savoir aussi qu'on peut échouer. Les vertus de l'échec, c'est l'un de vos ouvrages. Donc, on peut échouer à une matière de philo qui peut nous faire vaciller pour le bac. De toute façon, on peut échouer toujours dans la vie est aléatoire. Et ce qui est intéressant, c'est de se libérer de cette crainte de l'échec par l'acceptation de cette possibilité et par le consentement finalement. Souvent, les élèves se trompent en voulant absolument être rassurés sur le fait qu'ils ne peuvent pas se tromper. Oui. Eh bien non, et c'est peut-être ça qui est intéressant, on peut se tromper, on peut questionner un sujet à de travers. On peut aussi être corrigé d'une manière un peu distraite. Et je pense que c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de prendre le sujet le mieux possible. Je dirais de développer une argumentation très progressive, d'assumer le fait de dire voilà, j'ai dit ça maintenant, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Je pense que le courage dans une composition de philosophie, c'est d'assumer quelque chose de personnel et de progressif. Et effectivement, de se dire que voilà, on peut se tromper et que finalement on peut se libérer de cette crainte de l'échec, au fond par une véritable acceptation, par un véritable consentement à ce risque. De toute façon, la vie est risquée, et c'est ça qui fait sa beauté. Il n'y a pas de raison que le bac philo échappe à cet aléa existentiel. Bon, alors Patricia est heureuse, elle nous appelle de Dieppe et elle a pour elle ce matin, chère Patricia, 3 grands philosophes, Thibaut de Saint-Maurice, Marianne Chaillan, Charles Pépin. Bonjour. Bonjour. J'espère qu'on vous fait du bien ce matin. Oui, tout à fait. J'écoute avec un grand plaisir et grand bonheur les propos de vos intervenants et des auditeurs qui ont pris la parole tout à l'heure. Et c'est vrai que dans le premier temps de l'émission, j'ai entendu des personnes, des personnes qui avaient l'air de dire qu'en fait la philo, c'était quelque chose un petit peu indigeste et qu'ils en gardaient un souvenir, pas très 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 intéressant. Alors là, je me suis dit, il faut absolument que je téléphone. J'étais moi-même une élève. Alors je voudrais rassurer peut-être un peu les futurs bacheliers. J'étais une élève extrêmement timide, voire quasiment effacée, qui passait derrière les murs. C'était quelque chose de difficile pour moi de prendre la parole et de m'exprimer, ou voire même de parler de moi personnellement dans un sujet. J'ai entendu ce qu'a dit Charles Pépin sur l'échec et j'aime beaucoup son livre sur l'échec. En tout cas, la philosophie pour moi, ça a été quelque chose d'extrêmement important parce que j'ai compris qu'il y avait des résonances qui me permettaient de m'interroger en fait. C'est pas tellement d'aller chercher à l'extérieur des choses qui seraient difficiles à trouver, des références, etc. Mais d'aller regarder, d'accepter de regarder en moi le sujet et de trouver des réponses personnelles, comme l'a dit tout à l'heure, je crois, Charles Pépin. La philosophie nous permet de mieux nous connaître et peut-être de nous interroger, d'aller voir dans des domaines qui par exemple, je sais pas, la nature, vous regardez la nature, il y a beaucoup de leçons de philosophie dans la nature. Il faut changer un peu son regard, en fait. Alors, vous nous direz, Patricia, c'est très intéressant. Comment vous vous y prenez, justement, pour avoir accès à cette matière? Est-ce que c'est au travers des livres que vous citiez, de Charles Pépin, de nos invités, à travers aussi des ateliers de philosophie? Juste après la pause, on poursuit cette réflexion sur la philo dans la vie. À tout de suite. La philosophie, en quelques minutes maintenant. Oui, on peut apprendre avec Montaigne à être plus tolérant, avec Foucault à être plus libre. Ces philosophes, ces références nous servent de guide dans la vie et on va voir avec vous, pour conclure, comment trouver un peu de respiration, comment se poser ce week-end. Petit conseil du week-end, Marianne Chaillan. Qu'est-ce qu'on fait pour philosopher un peu ce samedi et ce dimanche, Marianne? Alors moi, je conseillerais aux candidats de ne surtout pas aller chercher des connaissances qu'ils ne maîtrisent pas. Il n'est plus temps, voilà, et du coup, ils ne feraient que s'angoisser en prenant la mesure de ce qu'ils ignorent encore. Oui. Et donc de relire tranquillement ce qu'ils ont appris pendant l'année. Voilà, assurer ce que l'on fait, ne pas chercher à acquérir si près du but ce que l'on ne maîtrise pas encore. Bravo pour l'épreuve de lundi matin. Charles Pépin, je sais que je ne sais rien, mais pour en savoir un peu plus en 2 jours. Je suis tout à fait d'accord avec Mme Chaillan. En fait, le principe de la confiance, c'est d'aller se rassurer dans sa zone de maîtrise pour plus tard en sortir. Donc je pense que pendant les 2 jours d'avant, ce qu'il faut, c'est retrouver le plaisir des cours qu'on a aimés, des auteurs qu'on a aimés, des textes qu'on a aimés, et juste chercher à se reconnecter à ce plaisir de penser
et avec absolument pas l'idée de combler les lacunes, de boucher les trous. De toute façon, il n'y a pas d'exhaustivité, il n'y a pas vraiment de programme au sens propre. Ce qui compte, c'est d'avoir du plaisir à réfléchir et bien de se dire que quand on a un sujet, l'objectif, c'est pas de trouver la réponse, c'est de comprendre pourquoi la question se pose et de comprendre pourquoi elle fait problème. Et ça, tout le monde en est capable, il faut se faire confiance et y aller, quoi. Rappelez-vous, très bon conseil de Alain pour le bac, le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Ouais. Bravo, merci beaucoup Charles Pépin. Puis je recommande un de vos livres, La confiance en soi, une philosophie, chez Alary Éditions. Je remercie Patricia de nous avoir appelé, elle qui participe aujourd'hui à des cercles de réflexion philosophique, parce que c'est tout à fait possible, des ateliers, vous le disiez Thibaut de Saint-Maurice, et l'éclectisme des ouvrages aujourd'hui qui confinent ou bien la philosophie ou bien la méditation, à la recherche de soi. Enfin, on est aux confins de la philosophie, mais on est vraiment dans une culture populaire qui nous aide pour mieux comprendre le monde, à mieux nous comprendre aussi. Sans nombrilisme, il faut faire la part des choses. Exactement, et c'est ça l'enjeu. Et pour continuer de citer Alain, que Charles Pépin a cité, Alain disait aussi: la fonction de penser ne se délègue point. Voilà. Voilà ce que nous avons à faire. Nous avons à penser, c'est quelque chose qu'on ne peut pas déléguer. Personne ne peut penser à notre place pour nous. Donc, voilà, tout le monde doit s'y mettre. Et c'est passionnant quand on vous lit aussi, Thibaut de Saint-Maurice, de redécouvrir la philosophie des héros qui ont émaillé notre univers collectif, de James Bond à Tintin, de Jack Bauer à Harry Potter, aux éditions First, des philosophes et des héros. Merci beaucoup Thibaut de Saint-Maurice. Merci à vous. Bonne chance aux entourages des candidats et à tous les petits là qui vont affronter l'épreuve philo lundi. On se retrouve dans un instant pour parler des abeilles, autre sujet de société préoccupant. Et c'est vrai, nous disait Nikos Aliagas, que Platon avait déjà alerté sur ces sentinelles de la biodiversité. À tout de suite.